Alors, déjà, pourquoi est-ce que la vidéo qui s'appelle « Faut-il croire les fous » est-elle une suite directe à la vidéo qui, sur ma chaîne, introduit le concept d'antipsychiatrie? Ah oui, alors du coup, cette vidéo, c'est la suite de la vidéo « L'antipsychiatrie selon Park Chan-wook ». Voilà. Le mieux, c'est de la voir avant, mais en vrai, sinon, c'est pas très grave. Figurez-vous que, oui, ce raisonnement, il a une logique, vous allez très vite comprendre, mais avant de faire ça, je vais devoir faire un truc qui est très chiant. Ça s'appelle justifier les mots que j'utilise. Non mais ça c'est pareil, vous allez comprendre. Bon, déjà c'est quoi un fou? Déjà, j'en sais rien, mais moi dans cette vidéo et probablement sur cette chaîne en général, j'appellerais fou ou folle toute personne qui est psychiatrisée. Et du coup, ça veut dire quoi psychiatrisé? Bah ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait de morphologie, alors c'est parti. Bon, dans psychiatriser, déjà il y a psychiatrie, vous connaissez ça, hein, c'est la branche de la médecine qui est consacrée à soigner les maladies mentales. Mais de manière plus précise ici dans notre contexte, c'est l'espace médical au sein duquel on reçoit les personnes dont on considère qu'elles ont un trouble, une maladie ou une souffrance mentale. Donc troubles, maladies ou souffrances mentales qui peuvent être comprises et prises en charge dans le cadre de classifications comme le DSM-5 ou la CIM. Ensuite, on a le suffixe isé, comme dans sexisé, sexualisé, psychiatrisé, racisé. Je vais vous parler comme si vous étiez super con. Mais alors en fait, c'est parce que parmi vous, il y en a, vous êtes super con. Dans la langue française, il y a plusieurs suffixes. Des trucs qu'on met à la fin des mots. C'est fou parce que je sais pourquoi je dis ça, et même en le disant, je me sens inutile de dire ça. Je vous jure que ce que je dis là, c'est pas acquis pour beaucoup de monde. Parce que parmi tous ces suffixes, il y en a deux qui se ressemblent pas mal. Il y a le suffixe et le suffixe isé. Il y en a un qui dit que vous êtes un truc, parce que c'est juste une adjectivation d'un participe passé du premier groupe, donc voilà, vous êtes le truc. Et l'autre qui dit que on vous a transformé en le truc par une action extérieure. Donc, si je dis qu'un individu, il est racé, qui est un vrai mot qui existe, on va y revenir, ça veut dire qu'il est le représentant d'une race particulière. Si je dis qu'un individu, il est racisé, ça veut dire qu'il vit dans une époque et dans une société qui lui ont attribué une race sur la base de caractères physiques, et qui ont attribué à cette race des caractères émotionnels, psychologiques, intellectuels. Littéralement, quand on dit racisé et que vous vous entendez racé, vous êtes con au point qu'on doit vous expliquer ça. Donc vraiment, j'insiste, il existe plusieurs suffixes dans la langue française. Je continue. Ce tableau, il est coloré. Voilà, il a des couleurs. Cette photo, elle est colorisée. On lui a appliqué des couleurs qui n'étaient pas dessus à la base. Ce cheval, il est racé, il est caractéristique de sa race. Et cet homme, il est racisé. Il vit dans un pays dans lequel il y a des gens neutres, qu'on ne qualifie pas, qu'on appelle par opposition chez nous les blancs, et les gens racisés, qui peuvent être plein d'autres trucs, noirs, arabes, asiatiques, même si c'est une catégorie un peu large, etc. Et alors, cet homme-là, attention, parce que il est racisé, et donc du coup, il est aussi psychiatrisé. Vous voyez, parce qu'à des époques, il y a des trucs qui se croisent. C'est-à-dire que ces comportements, lus à travers le prisme des amalgames qu'on fait de ce qu'on suppose de son afro-descendance, sont perçus à son époque comme anormaux, fous, et donc à soigner. Ce que ça veut dire quand je dis que les fous sont des personnes psychiatrisées, c'est donc aussi que là-dedans il faut comprendre que certaines personnes à certaines époques sont psychiatrisables, et à d'autres époques ne le sont plus. Par exemple, les personnes LGBTQIA+, elles sont psychiatrisables pendant la majeure partie de l'histoire de la discipline psychiatrique. Aujourd'hui de moins en moins, mais faut pas croire que c'est fait. Par contre, les personnes autistes sont psychiatrisables, bien que l'autisme ne soit pas une maladie mentale. C'est encore une fois une question de socio-subjectivité. Donc vous allez voir, raisonnement tout bête, hyper simple à suivre. Si une personne est perçue comme folle, et bah le plus souvent, on va l'emmener voir un docteur qui s'appelle le psychiatre. Donc le psychiatre c'est le docteur des fous, et les fous c'est le sujet des psychiatres. Ça a l'air d'être un raisonnement circulaire. Oui, absolument, c'en est un. Mais vous allez voir, commentez pas tout de suite. Après, vous direz que je suis biaisé. Donc du coup, l'idée de cette vidéo, c'est de dire que si on veut vraiment aller jusqu'au bout du raisonnement de l'antipsychiatrie, il faut se poser la question, avant même de savoir en réalité s'il faut écouter et croire les fous ou non, de est-ce que la psychiatrie est capable de croire les fous? Pas est-ce qu'elle est déjà assez avancée ou est-ce qu'elle est assez douée pour écouter les fous, mais est-ce que c'est possible pour elle techniquement? Parce que si être racisé, ça veut dire être transformé en sujet racial, et que cette transformation opère différents biais de lecture, alors être psychiatrisé, ça veut dire être transformé en sujet psychiatrique, et donc passer à travers le prisme d'une science qui est née dans un contexte dont on reparlera. Beaucoup de choses à dire.
Cette transformation de la parole du patient ou de la patiente en langage psychiatrique, c'est ce que Thomas Théo appelle la violence épistémique. Vous avez dit qu'on en reparlerait. Donc, définition un peu plus détaillée que la dernière fois, l'épistémologie, c'est la science des sciences. C'est la science qui étudie comment est-ce qu'on produit du savoir. Donc ici, quand je dis qu'on est sur une violence épistémique, je parle donc d'une violence qui ne s'applique pas sur le corps de la personne, ça ce serait une violence physique, mais sur le savoir de ces personnes. Particulièrement le savoir que cette personne produit, transmet, légitime ou diffuse sur elle-même. Comment est-ce qu'on peut être violent envers le savoir qu'une personne diffuse sur elle-même? Et bien pour répondre à cette question, il est temps de jouer à notre jeu du jour. Êtes-vous raciste? Vous connaissez les règles, un patient ou une patiente vient vous voir, sa situation est critique, vous devez établir un diagnostic en urgence, et pour ce faire, 4 propositions, une seule bonne réponse, à vous de jouer. Notre patiente du jour s'appelle Yetunde. Elle a 29 ans, elle nous vient directement du Nigeria, elle se présente aux urgences et elle est ramenée aux urgences psychiatriques. Elle ne parle pas français mais sa tante traduit pour elle et vous dit, je cite, qu'elle sent un serpent ou un ver qui lui rampe sur le crâne, qui lui est entré par la nuque, qui lui est monté dans le cerveau et qui se déplace à vitesse irrégulière. Elle ressent des brûlures dans la tête, des bourdonnements dans les oreilles, elle a le vertige dès qu'elle essaye de se tenir debout, et elle dit qu'elle va mourir si on ne l'aide pas le plus vite possible à enlever le ver qu'elle a dans le crâne. Alors selon vous, est-ce que Yetunde a réponse A, une crise psychotique sévère avec hallucination, réponse B, un ver ou un serpent dans son crâne, réponse C, un trouble anxieux, ou réponse D, un traumatisme crânien? Et donc si vous avez répondu crise psychotique sévère avec hallucination, toutes mes félicitations, vous êtes raciste. Vous venez de traduire une expérience subjective Yoruba en un symptôme psychiatrique. Vous êt raciste. La bonne réponse c'était plutôt la réponse C. A priori elle souffre plutôt d'un trouble anxieux ou d'un trouble panique. Plus précisément, elle est en train de faire face à une crise de ce qu'on appelle Ode-ori. Dans la culture Yoruba, le serpent Ode-ori est la métaphore somatique qui sert à décrire les crises d'angoisse ou de panique. Vertige, bourdonnement, sensation de brûlure et peur de la mort, ce sont des symptômes qui sont assez spécifiques à certaines cultures du Nigeria, et en l'occurrence ici la culture Yoruba. Pour Yetunde, dire qu'elle a dans sa tête un ver ou un serpent qui rampe sur son cerveau, c'est pas un délire gratuit. C'est une façon incarnée et logique pour elle de décrire son angoisse. Et donc Yetunde, qui dans le sens le plus commun de ce qu'on entend par ce mot n'est pas folle, et bah finalement elle le devient dans le sens de psychiatriser, puisqu'on va immédiatement commencer à lui donner des antipsychotiques, qui risquent d'aggraver la situation. Si vous effacez tout son vécu subjectif sous l'étiquette hallucination, vous faites exactement ce que Thomas Théo appelle une violence épistémique. Vous détruisez le savoir qu'elle a sur elle-même en le remplaçant par le vôtre parce que vous le considérez supérieur. Et là, on touche au cœur du problème. Dans notre base épistémique à nous, dans la manière dont on produit du savoir en Occident. Un serpent dans la botte, pourquoi pas, mais dans la tête, a priori, c'est pas possible. On sait que, anatomiquement, biologiquement, y a pas la place là-dedans. Donc automatiquement, le réflexe le plus simple, c'est de dire ce qu'elle raconte est faux, donc c'est un délire, c'est une hallucination. Et même si ça vous paraît probablement absurde ce que je vais dire, on est exactement dans le cadre d'une violence épistémique. Parce qu'on ne prend pas son récit comme un savoir, alors que c'est objectivement un savoir, elle vient vous dire ce qu'elle sait de son état, on le prend pour une erreur. On décrète que ces mots ne parlent pas du réel, et qu'ils n'ont de valeur que s'ils sont traduits dans un jargon scientifique très spécifique. Anxiété, panique, sudation, douleur psychosomatique. Or, pour Yetunde, dire qu'elle a un serpent dans la tête, c'est une manière culturellement tout à fait légitime de décrire ce qu'elle est en train de vivre. C'est son code, sa vérité, et c'est surtout le seul outil dont elle dispose pour décrire sa souffrance. En faisant ça, elle a l'impression de rendre son angoisse intelligible. Ne pas accepter ce récit, c'est lui retirer le droit de décrire son expérience dans ses propres termes. Et donc logiquement, ce que ça veut dire, c'est que majoritairement dans la psychologie critique, dans la psychologie sociale, quand quelqu'un nous dit « j'ai l'impression d'avoir un serpent qui me rampe sur la tête », bah on demande « c'est quoi un serpent ? C'est quoi la tête ? C'est où la tête ? Et c'est depuis quand ? Et ça fait quoi ?» En fait, une fois qu'on a accepté que la personne, elle avait le droit de décrire sa réalité de sa façon, et que c'était pas dangereux... En fait, imaginons qu'elle croit vraiment qu'il y a un serpent dans sa tête. On s'en fout, non ? Elle est angoissée, donc il faut soigner son angoisse, ça la rend pas dangereuse pour la société. Bon, bref, on demande, on pose la question, ça veut dire quoi ? Depuis quand ? Ça fait quoi ? C'est quoi les critères qui font que ça apparaît ? Quand est-ce que ça disparaît ? Puis, normalement, au bout de 3-4 questions, on a vite compris que c'était de l'angoisse. Cet exemple
l'exemple là que je donne de Yetunde est un personnage fictif, hein, mais le Odeori c'est un exemple assez connu de la psychologie, il nous montre que la violence épistémique, elle peut s'ancrer très facilement à l'intérieur de nos rapports coloniaux. Celui de Yongun dans I'm a Cyborg But That's Okay nous montre que de manière générale, les subjectivités, même très éloignées de ce qui semble être la réalité objective, sont des données à écouter, qu'on ne peut pas comprendre le patient sans écouter le patient, et que se servir de ce savoir comme socle commun pour communiquer avec le patient ou la patiente, comme socle commun de réflexion pour engager des protocoles de soins, non seulement permet de créer un contexte de consentement partagé, mais en plus ça permet que ça marche. Cette violence épistémique dans la psychiatrie, on peut la voir sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau institutionnel, l'hôpital. Avec ses hiérarchies, avec ses diagnostics, avec ses protocoles, l'hôpital c'est une machine pensée pour tourner à sens unique. Le savoir médical est une connaissance suprême, surplombante, et ne se discute que dans les milieux universitaires dédiés. Et encore, quand même difficilement. La subjectivité des patientes et des patients, c'est une donnée approximative, qui demande à être testée, à être prouvée, mais qui ne pourra, dans tous les cas, l'être que dans le cadre du protocole qui a déjà été déterminé. En réalité, même quand on ajoute des dispositifs qu'on appelle participatifs, la psychoéducation, la paire aidance, les ateliers de parole, en réalité tout est toujours encadré par la grille de lecture médicale. Donc c'est quand même pas une mise à égalité, on n'a pas un principe d'horizontalité des savoirs. On n'a pas un principe d'égalité épistémique, tous les savoirs ne sont pas au même niveau. C'est des espaces qui sont très importants, dans lesquels on vous laisse parler tant que ça reste compatible avec ce que l'institution valide déjà comme cadre de réflexion. Autrement dit, c'est une hiérarchie qui se déguise en dialogue. Et là encore, je voudrais quand même être clair sur un truc, c'est que je dis l'hôpital. Vous, dans votre tête, vous avez rajouté psychiatrique. Non, quand je dis l'hôpital, je pense pas seulement à ses unités ou à ses ailes psychiatriques. Je parle de l'hôpital. Imaginez que vous vous soyez rendu dans un CAC, ou dans n'importe quel autre type de service d'urgence psychiatrique. Et que plus tard, vous allez aux urgences dans le même hôpital, mais pour une raison complètement différente. Vous avez une sclérose en plaques, une inflammation de la myéline, une fibromyalgie, peu importe. Et bah l'expérience des personnes concernées, ce qu'elle démontre, c'est que la mention « s'est présentée aux urgences psychiatriques », elle apparaît tout en haut de votre dossier, et donc, elle va par des processus très simples que vous comprenez parfaitement sans que j'ai besoin de vous les expliquer de psychophobie, vous couper l'accès à la plupart des parcours de soins standards. Et donc peut-être que votre énorme crise de panique ou que votre pulsion suicidaire qui vous a emmené de justesse, hein, vous avez le droit de le faire et c'est bien de le faire, mais qui vous a emmené aux urgences psychiatriques, eh ben elle peut vous coûter la vie sur autre chose. Encore une fois, ça veut pas dire que quand on en a besoin, il faut pas aller aux urgences psychiatriques. Ce que ça veut dire, c'est que quand on doit aller aux urgences pour autre chose, faut pas aller dans le même hôpital. Et oui, même avec les lois de protection des données de santé, vous n'avez pas le droit de faire supprimer la mention dont je parle. Parce qu'il faut bien comprendre que dans ce type de violence épistémique, c'est pas ce que vous dites sur votre esprit qui est remis en question, c'est l'entièreté de votre subjectivité. C'est-à-dire que j'ai mal au ventre ou j'ai mal au genou, ça devient des délires, des psychosomatisations, etc. Important. Je rappelle que vous avez le droit de demander aux hôpitaux et aux médecins, qu'ils soient libéraux ou non, vos dossiers médicaux. Je le dis parce que des fois c'est intéressant de voir ce qu'il y a écrit dans les correspondances internes entre les services. Et qu'en général c'est pas très difficile de prouver qu'il y a eu une discrimination, et potentiellement il y a un peu de blé à se faire. Bon, le deuxième niveau du coup, ça va être un peu plus court, c'est le niveau épistémologie. Et là c'est beaucoup plus profond. La psychologie moderne repose essentiellement sur une ontologie naturaliste. Ce que ça veut dire c'est qu'elle considère ce qu'elle appelle elle-même trouble psychique, elle ne peut le percevoir par sa définition propre que comme un dysfonctionnement biologique ou cognitif. Et donc, d'une façon ou d'une autre, comme une déficience. Et je reparlerai de la déficience intellectuelle. Et donc si vous racontez une histoire qui ne colle pas à ce modèle, automatiquement, elle est évaluée selon son degré d'adhésion. Est-ce que ce que vous dites correspond aux critères? Alors c'est soit un délire, soit un caprice, soit un mensonge. Et là, il n'y a même pas besoin d'une volonté explicite de vous faire taire, parce que la simple grille diagnostique fait le travail à la place du soignant. C'est une violence structurelle, parce que le cadre lui-même ne permet pas que votre savoir sur vous-même soit entendu autrement que comme une erreur. Et c'est exactement ça la partie violente de la violence épistémique. C'est pas une brutalité physique, c'est le fait de priver une personne de sa légitimité à parler de sa propre expérience du monde au profit d'un savoir qui la surplombe. Pour Thomas Théo, la réponse est assez claire, non. La psychiatrie, telle qu'elle est conçue dans son cadre institutionnel, ne peut pas donner de crédit à la subjectivité des personnes folles. Mais avec tout ça, on n'a toujours pas répondu à la question « est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que ça changerait pour le mieux ou pour le pire de croire ce que disent les fous? Est-ce que c'est même souhaitable en fait? Il y a plein de façons de voir les choses, mais je voudrais surtout vous parler de deux problèmes majeurs que posent les souffrances psychiques des personnes humaines et que la psychiatrie ne peut pas résoudre. Le paradigme déficitaire et l'identité. Ou les identités. Et comme c'est super bien foutu,
Et bah ce sera les sujets respectifs des 2 prochaines vidéos hebdomadaires. Je suis sur YouTube maintenant, hein, je vais pas commencer à répondre aux titres de mes vidéos, faut pas déconner.